Mexique. I now give the floor. Je donne à présent la parole à son Excellence Madame Espen Barth Eide, ministre des Affaires étrangères de la Norvège. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre organisation, l'Organisation des Nations Unies, est née à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'expérience de deux guerres dévastatrices et des atrocités inimaginables qui les ont accompagnées a poussé les pères fondateurs de la Charte des Nations Unies à se réunir pour créer cette noble organisation des Nations Unies. La Charte codifie les principes clés de droit international, notamment l'interdiction du recours à la force, sauf en situation de légitime défense ou sous autorité du Conseil de sécurité. Les guerres d'agression étaient donc devenues illégales, alors que le droit inhérent à la légitime défense a été réaffirmé. Dans la Charte, nous avions également établi d'autres principes clés qui codifient le droit international humanitaire ainsi que le droit international des droits de l'homme. C'est un ensemble de principes essentiels, fondamentaux, qui régissent les relations internationales. Toutefois, le secrétaire général avait parfaitement raison lorsqu'il avait dénoncé les violations et exactions qui se poursuivent en toute impunité, lorsqu'il avait dit que les fondements même de la Charte étaient aujourd'hui en péril. Effectivement, les fondements de la Charte sont aujourd'hui en péril. Pour la première fois, en effet, Monsieur le Président, depuis 79 ans, une guerre majeure interétatique fait rage en Europe. C'est une guerre d'agression menée contre l'Ukraine par la Russie en violation flagrante de la Charte et de son essence même. C'est une violation du principe de souveraineté, d'inaliénabilité des frontières, de l'interdiction du recours à la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique d'un autre État membre. Ces principes préservent pourtant l'égalité de tous les États, petits ou grands, partout et en toutes circonstances. Ce sont donc des principes fondamentaux pour assurer la sécurité de tous les États membres. C'est pourquoi aujourd'hui la Norvège est aux côtés de l'Ukraine, à l'instar de nombreux amis de l'Ukraine qui plaident en faveur d'une Ukraine libre et indépendante. Nous contribuerons en assistance civile et militaire et nous sommes déterminés à le faire aussi longtemps qu'il le faudra. Ce que nous voulons, c'est que l'Ukraine triomphe. Ce que nous voulons aussi, c'est la paix en Ukraine, mais il faut que cette paix soit juste, conforme aux principes clés de la Charte des Nations Unies, car une paix injuste, cela voudrait dire qu'encore une fois, nous devrons vivre dans un monde où règne la loi du plus fort et où les frontières peuvent être modifiées par la force. Nous devons tous rejeter un tel scénario, car ce serait un précédent terrible. Mesdames et messieurs les délégués, même les guerres ont des règles. Le droit international humanitaire, tel qu'incarné par les conventions de Genève, énonce les principes clés de distinction et de proportionnalité. Les parties belligérantes se voient contraintes de suivre ces règles indépendamment de la légalité de la guerre elle-même. Chaque membre de cette assemblée doit respecter les conventions de Genève. Nous sommes tous tenus par ces conventions qui font partie de nos engagements communs en faveur d'un ordre fondé sur des règles, au même titre que la Charte. Les principes du droit international humanitaire sont donc obligatoires et non pas facultatifs. Pour que les règles fonctionnent, leur application doit être cohérente. Nous devons traiter des situations similaires de la même manière, quel que soit le contexte. Nous devons dénoncer les auteurs de violations. Lorsque nos adversaires violent ces règles, nous devons le dénoncer. Mais lorsque nos amis les violent, nous devons le dénoncer aussi. Et c'est d'ailleurs dans ce cas précis que nous démontrons
que ces règles nous sont vraiment chères, qu'elles sont véritablement universelles. Monsieur le Président, une année presque s'est écoulée depuis l'acte odieux commis par le Hamas le 7 octobre. La société israélienne a été véritablement ébranlée. Nous condamnons ces actes odieux dans les termes les plus forts et les otages qui sont toujours en détention doivent être libérés immédiatement et sans condition. Il ne fait aucun doute qu'Israël, comme tout autre État, a le droit de se défendre contre le terrorisme. Dans le même temps, Israël, à l'instar de tout autre État, est tenu de respecter le droit international humanitaire. Les souffrances colossales infligées au peuple palestinien à Gaza aujourd'hui dépassent l'entendement. Gaza a été réduite en cendres. Au moins 41 000 personnes ont été tuées et bien d'autres ont été blessées et mutilées à vie. Je me fais donc l'écho de ce qu'a dit le secrétaire général lorsqu'il a dit que rien ne peut justifier une telle punition collective. La Norvège a été parmi les premiers pays occidentaux à appeler à un cessez-le-feu à Gaza. Nous avons condamné les violations du droit international humanitaire. Nous avons exprimé notre vive préoccupation contre aux entraves à l'accès humanitaire, compte au nombre choquant de personnel des Nations Unies, de travailleurs humanitaires et de journalistes tués. Nous étions du côté de l'UNRWA lorsque des campagnes de diffamation ont été lancées contre cette agence. Si de nombreux pays ont suspendu leur financement, nous avions décidé d'accroître notre soutien à l'UNRWA. Et nous avons encouragé les autres bailleurs de fonds à reprendre leur financement. D'ailleurs, je suis heureux de voir que la plupart ont décidé de redonner leur soutien à l'UNRWA. Monsieur le Président, le Moyen-Orient connaît ses heures les plus sombres. En Cisjordanie, les colonies israéliennes illégales s'étendent à un rythme alarmant. La violence des colons est monnaie courante et généralisée même. Alors que nous étions réunis à l'ONU cette année, le Liban a connu des journées meurtrières, les plus meurtrières depuis des décennies. Nous sommes au bord d'une guerre régionale majeure et même les pays voisins qui avaient conclu des accords de paix avec Israël sont sous une pression inimaginable aujourd'hui. La situation s'aggrave d'heure en heure. Ne vous méprenez pas, les conflits de la région sont liés entre eux. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait un discours ici même. Son message était qu'il fallait choisir, soit on est avec Israël, soit on est avec l'Iran et ses milices. Il a également dit qu'il ne pouvait y avoir de paix sans la défaite totale du Hezbollah et du Hamas. Mais c'est un scénario auquel nous avons déjà assisté, Monsieur le Président. Un scénario qui ne s'est pas bien terminé. Il y a 22 ans, face aux attaques terroristes perpétrées dans cette ville, ici à New York, un autre dirigeant avait affirmé que c'était lui ou les terroristes. La division manichéenne du monde ne laisse aucune place à la nuance et ne tient pas compte de la complexité des situations. Sans parler de l'impartialité. On ne peut pas avoir une confiance aveugle dans la force militaire. C'est très dangereux. Et effectivement, ce scénario ne s'était pas bien terminé. Il faut donc apprendre des erreurs du passé. Mais dans chaque crise, Monsieur le Président, il y a une opportunité. Je reste convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution à 2 États pour parvenir à une paix pérenne. Si les cessez-le-feu à Gaza et au Liban sont aujourd'hui nécessaires de toute urgence, nous devons mettre fin aux hostilités, mais également trouver des solutions pérennes. Il faut réfléchir sérieusement maintenant et ici et préparer le jour d'après. Il y a 2 jours, près d'une centaine de pays ont participé à une réunion convoquée par l'Arabie Saoudite, l'Union Européenne et la Norvège. Nous avons lancé l'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États. 3 décennies après les accords d'Oslo, de plus en plus de pays prennent conscience de l'inutilité d'attendre le moment parfait pour négocier ce qui ne fonctionnera pas. J'appelle donc les États qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître l'État de Palestine, afin que l'État de Palestine devienne un membre à part entière de cette organisation. Nous appelons à tous ceux qui le peuvent à aider à l'édification des institutions palestiniennes et nous appelons les acteurs régionaux à
tout mettre en œuvre pour qu'un règlement politique soit intégré dans un cadre régional plus large. Monsieur le Président, ce que nous voyons aujourd'hui, et nous sommes aux premières loges, ce sont les défaillances des institutions que nous avions créées en 1945. L'adoption du pacte pour l'avenir est un succès majeur pour les Nations Unies. Nous avons décidé, grâce à ce pacte, de mettre à jour nos institutions et nos pratiques en tenant compte des 3 piliers que sont la paix, la sécurité, le développement et les droits humains. Nous avons également ouvert un dialogue important sur une question fondamentale, à savoir comment faire de l'intelligence artificielle une force du bien. La Norvège, Monsieur le Président, appuie la réforme du Conseil de sécurité, car l'objectif est d'en faire un conseil plus représentatif et plus efficace. Il faut ajouter des sièges permanents et des sièges non permanents et remédier à l'injustice historique infligée à l'Afrique. Quant au recours au droit de veto, il doit être limité plutôt qu'élargi. Lorsque la Charte des Nations Unies avait été rédigée, la Norvège était favorable au principe selon lequel aucun État ne devrait voter sur une question qui le concerne. Ce principe est d'ailleurs inscrit à l'article 27 au paragraphe 3 de la Charte. Pourtant, ce principe est ignoré par le Conseil de sécurité. Mais encore une fois, ce principe n'est pas facultatif. C'est une obligation qui s'applique à tous. Il faut également réformer l'architecture financière internationale pour que nos efforts de développement soient plus efficaces, pour renforcer la capacité des États à fournir des services essentiels à leur population. Il faut qu'ils puissent taxer leurs citoyens et leurs entreprises. C'est pourquoi la Norvège plaide vigoureusement en faveur de la coopération fiscale internationale. Nous appuyons d'ailleurs l'élaboration d'une convention cadre des Nations Unies en ce sens. Au cœur du pacte de l'avenir, il y a également des engagements solides vis-à-vis de l'égalité entre les sexes et du droit des femmes, des droits des femmes. L'inclusion, ce n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est ce que nous devons faire si nous sommes intelligents, car nous avons besoin de sociétés équitables. Les institutions doivent être efficaces et responsables, y compris ici, au sein de cette organisation. Monsieur le Président, la triple crise planétaire est le défi majeur auquel se heurte notre monde. Pour que nous puissions sauver cette planète, il faut adapter nos économies. L'avenir ne peut être que renouvelable, circulaire et respectueux de la nature. Mais il y a une bonne nouvelle, Monsieur le Président. Malgré les divisions politiques qui s'intensifient les dernières années, ont démontré que le multilatéralisme pouvait obtenir des résultats concrets. À Dubaï, nous avions en effet décidé d'entamer une transition de manière juste, ordonnée et équitable afin de renoncer progressivement aux énergies fossiles. À Montréal, nous avons décidé de réinitialiser notre partenariat avec la nature. Et à Nairobi, nous avons lancé un processus de négociation pour adopter un traité afin de mettre fin à la pollution plastique. Et ici à New York, nous avons décidé d'agir de manière plus décisive pour prendre soin de nos océans. Ce qui unit tous ces accords et le pacte pour l'avenir, c'est que la clé réside dans notre capacité à les mettre en œuvre. L'heure est venue d'agir maintenant. À l'approche du 80e anniversaire des Nations Unies, nous devons intensifier nos efforts pour que l'organisation soit plus transparente, plus inclusive, plus représentative du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi nous appuyons l'intégrité et l'indépendance du secrétaire général et de son programme de réforme. La réforme ne sera pas réalisée si nous tolérons la microgestion. En tant qu'État membre, nous devons donner au secrétaire général des instructions, des contributions, mais nous devons lui permettre de diriger en lui allouant les ressources nécessaires à cela. Nous devons lui donner notre confiance. Lorsque un nouveau secrétaire général sera élu, il faut que ce ou cette secrétaire général ait tous les outils dont il ou elle a besoin pour que les nobles objectifs de cette organisation deviennent réalité. Je vous remercie de votre attention. Je donne